Les statistiques montrent que plus les ventes de glace sont hautes, plus il y a de personnes qui risquent de mourir noyées. Est-ce que cela veut dire que les glaces ont un effet sur la capacité des individus à bien agir ? Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 59e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors, vous êtes nombreux à vous poser ces questions. Est-ce que sauter le petit déjeuner fait grossir ? Est-ce que le petit déjeuner est vraiment le repas le plus important de la journée ? Et si vous êtes dans ce cas, restez avec moi car c'est notre sujet du jour. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr/59, le chiffre 59 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'une formation par email offerte dans laquelle je vous partage les 3 erreurs que vous faites probablement et qui bloquent votre perte de poids. Pour accéder à votre formation gratuite, rendez-vous sur la page extraforme.fr/cadeau. Grâce à celle-ci, vous allez découvrir pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de s'affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et ce que vous pouvez faire pour avoir plus d'énergie et prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc pour recevoir gratuitement votre formation par email, rendez-vous sur la page extraforme.fr/cadeau. Donc ceci étant dit, passons au sujet du jour. Si vous êtes comme moi, que vous avez plus ou moins tout tenté pour perdre du poids, alors il est fort probable qu'à un moment donné, dans votre parcours, vous ayez entendu cette idée que si vous voulez perdre du poids ou éviter d'en prendre, alors il est très important de prendre un bon petit déjeuner tous les matins. À en croire certains, ce serait la condition indispensable pour rester mince et en bonne santé pour le restant de vos jours. Alors du coup, comme j'aime bien remettre en cause certaines vérités soi-disant immuables, surtout en matière de nutrition, alors je vous propose de voir tout cela plus en détail tout de suite. Alors tout d'abord, parlons de cette maxime populaire selon laquelle il faut prendre un petit déjeuner de roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un pauvre. Quels sont les principes et les idées qui se cachent derrière cette croyance ? Alors tout d'abord, il y a cette idée qu'il est préférable de manger le matin plutôt que le soir, car vous allez alors profiter du reste de la journée pour dépenser les calories que vous venez d'ingurgiter. Il y a aussi cette idée qu'un bon petit déjeuner va tenir au corps et permettre de moins manger le reste de la journée. Sauf que les études ne confirment pas cette vision des choses. Le nombre de calories consommées au déjeuner et au dîner reste constante, quel que soit le nombre de calories consommées au petit déjeuner. Il y a aussi cette idée que si vous mangez régulièrement, alors vous allez activer votre métabolisme plus souvent. Là aussi, c'est faux car en réalité, ce phénomène n'est pas lié au moment où vous mangez, mais à la nature et à la quantité de ce que vous mangez. Si vous mangez les mêmes aliments et dans la même quantité au cours de 2 repas ou de 6 repas, alors votre métabolisme va s'activer de la même façon. Il y a aussi cette idée que si l'on saute un repas, alors on va se jeter sur son assiette au prochain repas car on aura très faim. On risque de perdre toute forme de contrôle sur notre alimentation. Et là encore, les études ne vont pas dans ce sens. Alors oui, si on saute un repas, on peut avoir tendance à manger plus au cours du repas suivant, mais cet excédent n'est en aucun cas équivalent ou supérieur à l'apport que nous aurions eu en prenant le repas précédent que nous avons décidé de sauter. Concrètement, ça veut dire que si d'habitude, je prends un petit déjeuner de 600 calories et un déjeuner et un dîner de 700 calories, et que je saute le petit déjeuner, alors oui, il est probable qu'au déjeuner, je vais manger peut-être 900 calories, donc soit 200 calories de plus qu'en temps normal. Mais dans tous les cas, je mange tout de même moins que si j'avais pris un petit déjeuner de 600 calories. Et donc au final, il y a un déficit calorique qui se crée naturellement, car même si vous avez très faim, votre appétit à un instant T n'est pas illimité, et vous ne pourrez pas manger énormément, même si vous avez sauté le repas précédent. Bon, en temps normal, je ne suis pas de ceux qui aiment compter les calories, mais c'était simplement pour vous donner un exemple concret afin de vous faire comprendre ce mécanisme. Enfin, on peut aussi évoquer l'idée que si on saute un repas, alors le corps va stocker plus lorsque vous allez recommencer à manger. Mais là encore, ça ne tient pas. Cette idée repose sur le fait que le corps passerait en mode famine si on limite ses apports pendant une certaine durée. Sauf que pour que cela se produise, il faut limiter les apports pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ce n'est pas ce qui se passe lorsque vous sautez le petit déjeuner et qu'ensuite vous mangez normalement pendant le reste de la journée.
Donc ce n'est pas parce que vous ne mangez pas pendant quelques heures que votre corps va passer en mode famine et décider de stocker la moindre calorie que vous allez lui donner. Au contraire, pendant ces quelques heures, il va en profiter pour aller puiser dans vos réserves et vous aider à brûler du gras plutôt que d'en stocker. Et donc au final, on a beau chercher, il n'y a aucune étude scientifique contrôlée qui montre un lien direct entre soit le fait de prendre un petit déjeuner et la perte de poids, ou le fait de sauter le petit déjeuner et la prise de poids. Alors pourtant, vous avez peut-être déjà vu ou entendu des publications dans les médias où il est annoncé parfois en grande pompe que de ne pas prendre un petit déjeuner est la pire des choses si vous voulez perdre du poids. Alors comment on peut expliquer ça ? Pour comprendre ça, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle les études statistiques et les études contrôlées. Dans le premier cas, on appelle un certain nombre de personnes, on leur pose des questions et on tire des conclusions suite aux réponses données par ces personnes. Alors que dans le second cas, on fait un suivi précis d'un ou plusieurs groupes de personnes afin de vérifier si dans les faits, il y a bien un lien entre un certain comportement et une conséquence qui aurait alors été constatée. Et le problème qui se pose avec les études statistiques, c'est qu'il est parfois facile, entre guillemets, de tirer des conclusions hâtives entre un certain type de comportement et son soi-disant effet. Par exemple, si on regarde des statistiques, alors on s'aperçoit qu'il existe un lien entre la pointure des collégiens et leur niveau en mathématiques. Plus ils ont de grands pieds, plus ils sont bons en mathématiques. On pourrait donc en conclure qu'avoir de grands pieds aide à avoir un esprit plus logique. Un autre exemple, les statistiques montrent que plus les ventes de glace sont hautes, plus il y a de personnes qui risquent de mourir noyées. Est-ce que cela veut dire que les glaces ont un effet sur la capacité des individus à bien nager ? Dans un cas comme dans l'autre, les statistiques sont vraies, mais c'est la conclusion qui est fausse. Car ce n'est pas parce que l'on constate un lien entre deux tendances que forcément l'une est entraînée par l'autre. Si l'on prend les deux exemples précédents, on se rend compte que les élèves du collège qui ont un meilleur niveau en mathématiques sont aussi ceux qui sont les plus âgés. Du coup, il est logique qu'ils aient des plus grands pieds que d'autres élèves qui sont plus jeunes et donc moins avancés dans leurs études. Pour les glaces et les noyades, c'est pareil. Les personnes n'ont pas plus de risque de se noyer parce qu'elles mangent des glaces, mais simplement parce que manger des glaces et la baignade sont deux activités que l'on va pratiquer quand il fait beau. C'est la météo qui est le critère commun entre ces deux constats, mais ce n'est pas l'un qui entraîne l'autre. Donc maintenant que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce mécanisme, il faut comprendre que le soi-disant lien entre l'absence du petit déjeuner et la prise de poids est un constat statistique. C'est-à-dire qu'il y a bien un lien entre le fait de ne pas prendre de petit déjeuner et le fait d'être en surpoids, mais pour autant, ça ne veut pas dire que le surpoids est causé par l'absence de petit déjeuner. Ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation entre ces deux éléments qu'il y a forcément une causalité. En réalité, les statistiques montrent aussi que la plupart des personnes qui ne prennent pas de petit déjeuner vont avoir tendance à grignoter plus. Elles sont moins concernées par leur alimentation. Elles ont de plus mauvaises habitudes alimentaires et elles ont plus tendance à fumer. Ce sont autant d'habitudes de vie qui vont avoir un impact sur leur tour de taille comme sur leur santé en général et donc qui peuvent expliquer le fait qu'elles soient en surpoids ou plus malades. Ce qui fondamentalement n'a rien à voir avec le fait de prendre ou de ne pas prendre le petit déjeuner. À l'inverse, je ne sais pas si des études existent sur le sujet, mais je suis quasiment certain qu'on peut trouver un lien statistique entre le fait de manger vegan ou végétarien et le fait d'être en moyenne plus mince qu'une personne qui aurait une alimentation standard. Est-ce que ça veut dire que ce mode d'alimentation permet de perdre du poids ? Fondamentalement, je ne le pense pas, en tout cas pas plus ou pas moins que d'autres façons de manger. Par contre, je suis assez convaincu que ces personnes sont en moyenne plus attentives à leur façon de manger et leur mode de vie en général, ce qui expliquerait qu'elles sont alors plus minces et moins malades. Par exemple, il doit y avoir moins de fumeurs parmi les véganes, mais il ne viendrait pas à l'idée de quiconque de dire que manger vegan aide à arrêter de fumer. Donc cette meilleure santé en général n'est pas liée uniquement à la façon dont ces personnes mangent, mais bien à une conscience globale de l'impact de leur mode de vie sur leur forme et leur bien-être. Donc oui, si l'on regarde les études statistiques, il existerait un lien entre le fait de ne pas prendre de petit déjeuner et la prise de poids. Mais sans rentrer dans les détails, sachez qu'en parallèle, il n'y a aucune étude scientifique qui a démontré de lien entre le fait de sauter le petit déjeuner et la prise de poids. Au contraire, les études réalisées au cours de ces dernières décennies montrent plutôt l'inverse. Sauter le petit déjeuner est favorable à la perte de poids et aide à améliorer un certain nombre de marqueurs de santé.
De plus, une analyse de plus de 90 études montre bien qu'en l'état actuel des connaissances, l'importance du petit déjeuner pour lutter contre l'obésité n'est pas soutenue par des preuves scientifiques. Et finalement, quand on prend un peu de recul sur la façon dont le genre humain s'alimente depuis des millénaires, eh bien c'est assez logique, car il faut comprendre que prendre un petit déjeuner est finalement une habitude assez récente. J'ai déjà évoqué ça dans certains épisodes de ce podcast, notre façon de nous alimenter a radicalement changé au cours des derniers millénaires. Le premier changement majeur a eu lieu il y a environ 10 000 ans avec le début de l'agriculture. Puis, les siècles passant, nos habitudes ont continué à évoluer, parfois lentement, mais aussi parfois de façon radicale. Et c'est en particulier ce qui s'est passé au début de l'ère industrielle avec le développement de l'agroalimentaire après la Seconde Guerre mondiale. Donc pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez écouter le 33e épisode de ce podcast où je vous parle de nos ancêtres et comment nous pouvons nous inspirer de leur façon de manger. Pour vous faire une idée, manger le matin un vrai repas n'a jamais été une habitude très répandue avant le XVIIIe siècle. À l'époque de la Grèce ou de la Rome antique, la plupart des personnes ne faisaient qu'un gros repas par jour, en général le soir. Alors bien entendu, ils pouvaient boire ou manger très légèrement dans la journée, mais c'était dans l'attente du repas du soir. Il n'y avait pas cette idée de 3 repas par jour à une heure plus ou moins fixe. Bien entendu, avant ça, il n'y a pas de traces écrites, mais on se doute bien que les hommes et les femmes de la préhistoire ne s'attablaient pas chaque matin devant leur bol ou leur tartine de pain grillé au feu de bois. Ils mangeaient ce qu'ils pouvaient quand ils le pouvaient en fonction des saisons, de la cueillette et de la chasse. Louis XIV, au XVIIe siècle, ne prenait le matin que 2 tasses de tisane ou de bouillon. Mais c'est pourtant au cours de ce siècle que petit à petit s'installe l'idée de prendre des petits déjeuners sucrés alors que le café, le chocolat ou encore les confitures remplacent le bouillon ou le lait. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau raconte dans ses Confessions qu'en Angleterre ou en Suisse, le petit déjeuner est un vrai repas qui rassemble tout le monde, tandis qu'en France, chacun déjeune seul dans sa chambre et même le plus souvent ne déjeune pas. Les décennies passent et le café, le thé ou encore le chocolat s'installent de plus en plus dans le quotidien des Occidentaux. Ces boissons sont accompagnées de pain et même de confitures ou de fruits pour ceux qui peuvent se le permettre. L'habitude finit par s'installer majoritairement avec l'industrialisation, les horaires fixes et cette idée de plus en plus répandue par les médecins que le petit déjeuner devrait être le principal repas car il permet, je cite, de réparer assez rapidement les pertes éprouvées pendant le sommeil parce que les organes digestifs bien reposés ont toute leur puissance et toute leur énergie et la digestion complète et radicale a le temps de se faire avant que le sommeil ne revienne. Le début du XXe siècle voit la commercialisation des premières céréales Kellogg's qui ont alors ouvert la voie à toute une industrie et une gamme de produits qui semblent sans fin et sans limite. Des produits tantôt bio, haut de gamme et censés être bons pour la santé, et d'autres bien plus médiocres, ultra transformés, riches en sucre et en additifs alimentaires. Une évolution qui s'accélère et s'ancre de plus en plus dans le quotidien des populations après la Seconde Guerre mondiale, avec l'explosion de l'industrie agroalimentaire qui se développe et profite de ses moyens financiers colossaux pour prendre de plus en plus de place au sein de l'espace public et médiatique. Et c'est aussi le début d'une période d'abondance alimentaire où de plus en plus de monde a un accès plus ou moins permanent à des denrées alimentaires qui sont maintenant à portée de main du grand nombre. Le petit déjeuner signifie pour la plupart des personnes du pain ou des céréales, un produit laitier, un verre de jus de fruits. Ce n'est probablement pas un hasard si ces 3 branches sont aujourd'hui extrêmement puissantes et présentes dans le quotidien des pays occidentaux. Pour l'exemple, je me souviens d'une brochure qui avait été distribuée à mon fils lorsqu'il était à l'école maternelle, brochure qui indiquait qu'il était surtout très important de prendre un bon petit déjeuner composé de lait, de céréales et d'une portion de fruits. Et si c'est un verre de jus, eh bien c'est ok, puisqu'on leur fait croire que c'est la même chose que de manger un fruit en entier. Et bien entendu, cette brochure était éditée par je ne sais quel organisme financé par ces industriels. Il faut dire qu'on peut facilement comprendre leur intérêt. Il suffit de marteler ce message aux plus jeunes pendant quelques années afin qu'ils prennent une habitude qu'ils garderont une fois qu'ils seront devenus adultes. Et encore mieux, à ce moment-là, ils seront gras et en surpoids et ils pourront même vous proposer des céréales soi-disant bonnes pour la santé qui vous aident à être mince et encore plus fit. Donc maintenant que je vous ai parlé de tout ça, vous vous demandez peut-être s'il est recommandé ou pas de prendre un petit déjeuner. Eh bien j'ai envie de vous dire que peut-être que oui ou peut-être que non. En réalité, tout cela dépend de vous.
Lors des prochains jours, essayez d'oublier vos conditionnements et demandez-vous honnêtement si oui ou non vous avez besoin ou envie de prendre un petit déjeuner. Si c'est oui, alors pas de souci. Mais si c'est non, alors là encore, il n'y a aucun souci. Rappelez-vous qu'aucune étude ne montre le lien clair et direct entre le fait de sauter le petit déjeuner et la prise de poids ou l'apparition d'éventuels effets secondaires indésirables. Donc oui, n'ayez aucune culpabilité à sauter le petit déjeuner, surtout si vous n'en avez pas envie ou que vous n'avez pas faim. Quand on prend un peu de recul, c'est quand même insensé ces conditionnements que l'on peut subir où au final, on ne s'écoute plus du tout parce que telle ou telle personne nous a dit que c'est bien de faire ci ou c'est mal de faire ça. On ne s'écoute plus, on va à l'inverse de nos envies réelles ou des besoins de notre corps. Donc soyez attentifs à vos sensations, testez, expérimentez les différentes options et voyez ce qui vous correspond le mieux. Mais dans tous les cas, oubliez cette idée que prendre un petit déjeuner est indispensable pour être mince ou en bonne santé. Et c'est d'autant moins le cas quand on voit de quoi est composé le petit déjeuner classique à la française. Donc dans tous les cas, gardez en tête que votre alimentation est quelque chose de global, qui doit avoir une forme d'équilibre tout au long de la journée et qu'elle ne sera pas bonne parce que vous mangez tel type d'aliment à telle heure chaque matin, comme elle ne sera pas mauvaise si vous ne le faites pas. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de vous rassurer et si vous cherchez quelques arguments à donner à vos proches pour expliquer pourquoi vous décidez de ne plus prendre de petit déjeuner, que ce soit de façon définitive ou simplement pour tester, eh bien voici 5 bonnes raisons que vous pourriez leur partager. Raison numéro 1, vous brûlez plus de gras. En ne prenant pas de petit déjeuner, vous allez prolonger votre phase de jeûne de la nuit. Votre estomac est vide, mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez manger, en particulier si vous n'avez pas faim. Au contraire, c'est alors l'occasion parfaite pour votre organisme d'aller piocher dans ses réserves de graisse et ainsi, sans faire d'efforts ni vous imposer de contraintes, vous allez perdre du gras. Raison numéro 2, votre glycémie est plus stable. Si vous ne mangez pas pendant plusieurs heures de suite, alors vous maintenez une glycémie stable qui ne va pas monter et descendre à chaque prise alimentaire. L'intérêt d'une glycémie stable, c'est que cela signifie que vous réduisez votre production d'insuline, l'hormone qui fait baisser votre glycémie quand celle-ci augmente. L'insuline est aussi une hormone qui est connue comme favorisant le stockage des graisses. Si votre glycémie est stable, alors vous produisez moins d'insuline et donc votre corps passe ou reste en mode déstockage des graisses. Raison numéro 3, vous avez plus d'énergie pendant plus longtemps. Tout le monde, que vous soyez mince ou en surpoids, a des réserves de graisse dans le corps. Ces réserves sont alors une source d'énergie de haute qualité qui vous permet de vous sentir en forme, énergique et concentré pendant de longues heures. Quand vous sentez un coup de fatigue dans la journée, c'est bien souvent lié au fait que votre corps réclame un nouvel apport de nourriture et de glucides en particulier. Pour cela, il faut alors que vous mangiez quelque chose. Mais si vous habituez votre organisme à aller chercher son énergie dans les réserves de graisse de votre corps, alors vous n'avez plus ces envies ou ce besoin de manger toutes les 3 heures pour vous donner un coup de boost. Raison numéro 4, vous créez un déficit calorique naturel. En mangeant moins souvent, vous allez créer naturellement un déficit calorique qui va favoriser votre perte de poids si vous avez besoin d'en perdre. Pas besoin de compter les calories ou de vous restreindre dans votre façon de manger. Au contraire, vous continuez à vous faire plaisir tout en perdant du poids si c'est votre objectif. Raison numéro 5, vous gagnez du temps et de l'argent. Forcément, si vous n'avez pas besoin de préparer et de manger un petit déjeuner tous les matins, alors vous gagnez du temps et de l'argent que vous pourrez employer à d'autres choses. Pour le temps, vous pouvez simplement décider de dormir plus ou de prendre du temps pour vous afin de commencer la journée du bon pied avec une petite routine qui vous fait du bien. Pour l'argent, libre à vous d'en faire ce qui vous plaît. Alors malgré toutes ces bonnes raisons, je sais qu'il y aura toujours des personnes sceptiques et ce sera particulièrement le cas des personnes qui ont peur de l'hypoglycémie. Donc faisons un petit point sur ce sujet. Alors commençons par être clairs sur ce qu'est une crise d'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est la diminution anormale du taux de glucose dans le sang, c'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment de sucre dans le sang à un instant T. C'est un symptôme à ne pas prendre à la légère car dans les cas les plus graves, l'hypoglycémie peut entraîner des faiblesses, des troubles de la vision ou de l'élocution ou encore des convulsions et même un coma. Cependant, ces cas d'hypoglycémie sévère sont plus généralement provoqués par la prise de médicaments et en particulier les médicaments utilisés pour contrôler le diabète. Tandis que si vous décidez de vous passer de petit déjeuner et que vous ne mangez pas pendant quelques heures dans la journée, alors il est peu probable que vous vous retrouviez dans une situation de ce genre. Pourtant, il est tout de même possible que vous ressentiez quelques désagréments tels que
de la transpiration, de la nervosité, des tremblements, des étourdissements, des palpitations ou encore une grosse sensation de faim. Et dans ce cas, on va plus parler d'hypoglycémie réactionnelle qui est caractérisée par 3 critères. Le premier, c'est que vous avez un ou plusieurs des symptômes dont je viens de vous parler. Le deuxième, c'est que votre taux de sucre dans le sang passe alors sous la barre des 3,5 millimoles par litre. Et le troisième, c'est que vous constatez la disparition des symptômes après avoir pris du sucre sous une forme ou une autre. Par exemple, un morceau de sucre, un bonbon, un verre de jus de fruits, etc. Bien souvent, ces symptômes apparaissent dans 2 cas de figure. Le premier est celui où vous prenez un repas particulièrement riche en glucides, en particulier en glucides qui ont un indice glycémique élevé. Ces glucides vont faire monter en flèche votre glycémie. Et donc, en réaction, votre corps va produire une grande quantité d'insuline pour gérer cette hausse. Mais si cette hausse est très rapide et brutale, alors votre corps est comme pris de panique, entre guillemets, et va produire trop d'insuline d'un coup, ce qui va avoir pour effet de faire baisser votre taux de sucre dans le sang très vite et à un taux trop bas, et ainsi entraîner les symptômes évoqués juste avant. Et au final, c'est souvent le fait de manger des produits trop riches en glucides à indice glycémique élevé qui vont entraîner ces fameux coups de barre ou ces fringales que vous ressentez en milieu de matinée ou dans l'après-midi. Le deuxième cas de figure qui peut entraîner l'apparition de ces symptômes, c'est quand vous essayez de changer vos habitudes. Vous avez l'habitude de manger souvent, au moins 3 repas par jour, mais en réalité, c'est souvent plus car il vous arrive aussi de grignoter entre les repas. Là encore, si vous avez une alimentation riche en glucides, alors votre corps est habitué à puiser son énergie dans ces glucides. Du coup, quand vous arrêtez de manger pendant quelques heures, alors il est un peu perdu et il ne sait plus où aller trouver de l'énergie pour faire fonctionner votre organisme. Alors bien entendu, comme je vous l'expliquais juste avant, il peut trouver cette énergie dans vos réserves de graisse, mais pour cela, il lui faut un petit temps d'adaptation pour reprendre cette bonne habitude. Et donc, pendant ce temps d'adaptation qui dure en général quelques jours, alors oui, il est possible de ressentir un peu de fatigue, des étourdissements ou même d'avoir plus faim que d'habitude. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces symptômes disparaissent rapidement après quelques jours. En réalité, ces symptômes sont le signe que votre corps est en train de s'adapter à vos nouvelles habitudes et qu'il met en place tous les processus internes dont il a besoin pour aller chercher l'énergie et faire fonctionner votre organisme sur vos réserves de graisse plutôt qu'uniquement sur votre alimentation et sur les glucides en particulier. Donc l'idée, si vous êtes en bonne santé, que vous adaptez votre façon de manger et que vous ressentez ce type de désagrément, c'est de garder le cap et de ne pas vous dire au bout d'une heure que sauter le petit déjeuner n'est vraiment pas fait pour vous et que vous devez absolument manger quelque chose là tout de suite maintenant et recommencer ainsi toutes les 3 heures. Bien entendu, l'objectif n'est pas non plus de vous mettre en danger. Si vous voulez tester ça, allez-y de façon progressive et laissez du temps à votre corps pour qu'il puisse s'adapter en douceur. Si vous vous sentez vraiment mal, bien entendu, vous pouvez et vous devez manger quelque chose pour aller mieux et prendre soin de votre santé en général. Dans tous les cas, sachez que les retours des personnes qui ne prennent plus de petit déjeuner sont nombreux. Moi le premier, ça fait maintenant 5 ans que je ne prends plus de petit déjeuner et je suis plus en forme que jamais. Perte de poids, plus d'énergie, moins de craquage, meilleure santé, gain de temps et d'argent, ce sont autant de bénéfices dont je profite et dont profitent les personnes qui ont décidé de rejoindre le programme Demain Plus Mince. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, rendez-vous sur le site demainplusmince.com. Il s'agit d'une méthode complète qui vous permet de perdre 1 kg de graisse par semaine sans avoir à vous priver, compter les calories ou faire des heures de sport chaque semaine. D'ailleurs, voici le message que m'a partagé Laetitia il y a quelques jours. Bonjour. Voilà un peu plus de 2 semaines que le programme a commencé pour mon mari et moi. Voici le petit bilan de la semaine. Que du positif. Mon mari, qui est toujours un peu sceptique face aux diverses méthodes de rééquilibrage alimentaire, régime ou autres, est maintenant convaincu à 100% par les bienfaits du programme et le considère comme un nouveau mode de vie. Presque constamment fatigué depuis des années, je ne m'étais pas aperçu que mon mauvais mode d'alimentation était en grosse partie responsable de cette fatigue. Je viens de le comprendre car cette fatigue a totalement disparu. Enfin, nous avons continué à perdre du poids et nous n'avons plus d'envie dévorante de sucre, un peu plus de 3 kilos perdus en 18 jours et quand on le pèse en kilos de farine, c'est impressionnant. Notre objectif de la semaine, continuer notre ascension et profiter des bienfaits que le programme nous offre. Donc si vous aussi vous voulez rejoindre Laetitia et comme elle bénéficier de mon accompagnement et de mes conseils pour vous aider à vous sortir mieux dans votre corps et dans votre tête, alors une seule adresse, celle du site demainplusmince.com.
Je suis impatient de vous accueillir au sein du programme et dans tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite. Ciao.